Bonsoir à tous et à toutes. Puis-je capter votre attention? Alors, c'est un grand plaisir ce soir de vous avoir aussi nombreux autour de cette table, et surtout d'avoir Vincent Mignoro, qui est venu exprès pour nous de Saint-Étienne, vers Lyon, pas loin de Lyon, pour nous faire cette conférence. Alors, je me permets d'introduire Vincent, de faire son CV, rapidement un petit CV. Donc, Vincent est un essayiste français, évidemment. Il est titulaire d'une maîtrise en psychologie clinique. Il a publié des essais, notamment sur le risque écologique, et dans ce cadre, il a fondé l'association Adrastia. Et enfin, il est à l'origine de Défi Énergie. C'est un site web que je vous conseille vivement de consulter après cette conférence. Ça vous rappellera beaucoup de points qui seront sûrement mentionnés par Vincent dans le cadre de cette conférence. Vincent, je te cède la parole pour ta présentation. Eh bien, bonsoir à tous et bonjour à toutes et à tous. Claude, merci d'avoir introduit et présenté cette intervention. Merci Adrien pour l'invitation, merci au Shifter Genève pour l'invitation. J'aime bien venir à Genève ou en Suisse d'ailleurs, plus largement intervenir. Je me souviens de Genève 1, il y a quelques années maintenant, en 2021, c'est ça? Oui, c'était à Lausanne. C'était à Lausanne. Oui, c'est ça, j'ai aucune mémoire. Donc voilà, j'aime bien venir ici. C'est souvent des sujets challengeants qu'on traite, et celui de ce soir l'est tout autant. L'image que je vous propose de regarder là n'est pas provocatrice innocemment. C'est l'état des débats que j'ai avec mes interlocuteurs scientifiques, chercheurs, prescripteurs de la transition énergétique. Quand je demande si on est sûr qu'on peut faire une transition énergétique, grosso modo, on me dit que oui, parce que les sociétés, ça fonctionne avec des hydrocarbures, on le sait, ça tous. Mais les machines, ça peut convertir d'autres formes d'énergie. Donc, on peut faire la transition énergétique des sociétés, c'est-à-dire qu'on fait une succession de raccourcis que je vais vous décrire ce soir, qui finissent par vraiment comparer des machines avec des systèmes complexes tels que sont les sociétés humaines. Donc là, c'est un des exemples de réponses qu'on peut faire à la question de la transition énergétique. Oui, elle est possible parce que les frigos et les sociétés, c'est pareil. J'ai eu d'autres réponses du style, et je cite, les canards et les sèche-cheveux, c'est pareil. Voilà. Sur le plan énergétique, sachez que les canards et les sèche-cheveux, c'est pareil. Il y a de l'énergie qui y passe dedans. Voilà. Donc, la transition énergétique est possible. Voilà, après cette introduction qui n'est pas provocatrice, vraiment sans arrière-pensée, Claude, tu l'as signalé, voilà, je vous présente le site Défi Énergie, qui est celui sur lequel vous retrouverez les références sur lesquelles je vais m'appuyer ce soir. Et puis, on va reprendre l'histoire au début, l'histoire des êtres vivants au début. La vie, au départ, c'est des molécules, alors ne regardez pas le détail de cette image, c'est des molécules qui, sous certaines fréquences lumineuses, les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, ont subi des transformations. Ces rayonnements ont excité les molécules, les ont cassées parfois, et puis ont entraîné des réactions chimiques qui ont fait que, avec beaucoup de temps et beaucoup de hasard, des molécules d'ARN ont fini par s'assembler et ont acquis la possibilité en plus de se répliquer. D'abord l'ARN puis l'ADN, mais retenez qu'il s'est passé quelque chose de fondamental à ce moment-là, il y a 3,8 milliards d'années, c'est de la rencontre entre de la matière et de l'énergie qui a entraîné un processus qu'on dit autocatalytique. C'est dans l'image, dans le petit cercle à gauche. Un processus autocatalytique en chimie, c'est un processus qui dit que le réactif, le produit de la réaction, entretient la réaction. Essayez de retenir ça toute la soirée, on va focaliser là-dessus. Le produit de la réaction entretient la réaction. Les ARN s'assemblent, se répliquent. Ce résultat
permet à d'autres molécules d'ARN de s'assembler, de se répliquer, etc. Et ce processus-là, il a donné toute la vie depuis 3,8 milliards d'années, et il n'a jamais été rompu. Depuis la soupe primordiale jusqu'à nous, l'autocatalyse a été conservée. Tous les organismes vivants sont capables d'autocatalyse. Ils sont traversés d'énergie. Avec cette énergie, ils fabriquent leur métabolisme. Leur métabolisme se met en route, fabriquent les éléments dont ils ont besoin, fabriquent leur corps, etc. Et en plus se reproduisent. Tout ça est un processus autocatalytique qui n'a jamais été rompu. Alors bien sûr, l'autocatalyse a commencé d'abord avec du rayonnement solaire, en tout cas c'est l'hypothèse dominante, il y a peut-être d'autres hypothèses qui sont possibles pour le démarrage de la vie, mais en tout cas on sait qu'ensuite elle a été photosynthétique à partir de la chlorophylle qui a accéléré le processus d'évolution. Les chloroplastes ont rapidement dominé la possibilité d'existence de la vie sur Terre, et la photosynthèse est devenue l'entrée principale, sinon unique, de l'énergie dans toute la vie, dans tout le système vivant, dans tous les écosystèmes, toute la biosphère telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. À partir de la photosynthèse, les organismes s'assemblent, les végétaux. Ils sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils se fabriquent eux-mêmes à partir de l'énergie qu'ils capturent. Et ensuite, l'évolution a fait apparaître des organismes qu'on dit hétérotrophes, c'est-à-dire qu'eux ont besoin de manger d'autres organismes vivants pour acquérir l'énergie dont ils ont besoin et toujours avoir cette autocatalyse. Il y a des organismes qui sont un peu particuliers, qui font ce qu'on appelle, avec beaucoup de guillemets ou de nuances, parce que les exemples sont complexes et difficiles à décrire encore par la biologie aujourd'hui, mais il y a parfois des organismes qui font une sorte de mixotrophie. Alors la mixotrophie, ça veut dire que certains organismes sont à la fois capables d'être plus ou moins hétérotrophes et autotrophes. Ici, vous avez l'exemple d'un frelon. Alors, les deux exemples que je vais vous donner ne sont pas ultimement démontrés en tant qu'ils sont, on va dire, mixotrophes, ou en tout cas qu'ils ont la possibilité de se nourrir littéralement de plusieurs formes d'énergie. En tout cas, le frelon, il a été constaté par les biologistes qu'il avait un cycle de vie qui dépassait le cycle de vie habituel de ses congénères, de ses espèces frères ou cousines, sœurs ou cousines. Et ce frelon, on se demandait pourquoi, comment il faisait pour continuer à avoir de l'activité, en particulier l'après-midi. L'hypothèse a été que, potentiellement, sur son abdomen, il aurait des cellules spécifiques dédiées à la capture de rayonnement solaire ensuite qui permet au métabolisme de se prolonger un peu plus longtemps que si le frelon se satisfaisait simplement de son alimentation pour assurer sa journée d'activité. Donc là, on aurait un organisme qui serait donc capable de manger d'un côté de la matière organique, et qui par ailleurs serait capable de capturer des rayonnements solaires pour prolonger son activité. Donc on a deux captures d'énergie, mais on verra au fil du déroulé qu'elles n'ont pas tout à fait le même rôle. Il y en a une qui est assez essentielle, c'est-à-dire s'il ne mange pas, il n'a même pas la possibilité de vivre tout court, ce frelon. Et en plus de son alimentation, donc sa source d'énergie, il en capture une autre qui prolonge. Et ce n'est pas une énergie qui vient remplacer l'alimentation, et on va y revenir. On a cet organisme-là qui, alors là, le faisceau de preuve est beaucoup plus complet, et on sait que cet organisme mange, d'un côté, et il a des tas de capacités un peu particulières. Cette limace a des capacités assez extraordinaires, en particulier, on peut la couper en deux, elle repousse complètement, même s'il reste plus un bout de tête, c'est assez impressionnant, vous verrez des vidéos sur les réseaux. Et cette limace, elle a aussi la capacité de se nourrir de chloroplastes, de cellules qui sont capables de faire de la photosynthèse. Et grâce à une symbiose donc, avec ces chloroplastes, elle peut vivre sans manger pendant des mois, je crois que c'est jusqu'à 9 mois. Donc la question qu'on va dérouler tout au long de la soirée, c'est le frelon, cette limace, les lisies émeraudes et puis nos sociétés, qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qu'elles ont de différent. Et on va focaliser sur l'autocatalyse, et puis surtout on va se questionner sur est-ce que le frelon a pu passer d'un mode énergétique à un autre, et est-ce que les lisies émeraudes a pu passer d'un mode énergétique à un autre. Et nous, notre fonctionnement, c'est celui-ci. Nous sommes des sociétés qui sont composées d'êtres vivants, ça c'est nous,
qui faisons de la chimiosynthèse, c'est-à-dire que nous assimilons de la nourriture sous forme de matière organique, qui nous permet d'enclencher une succession de réactions chimiques dans nos systèmes digestifs, réactions chimiques à partir de laquelle nous dégageons de l'énergie utile pour l'ensemble de notre métabolisme, en plus de la matière que nous ingérons. Tout ça, cette chimiosynthèse, elle est possible grâce à la matière organique et à l'énergie qui s'en dégage par oxydoréduction en partie au cours de la digestion. Ça, c'est pour les êtres vivants qui constituent les sociétés humaines. Et les sociétés thermo-industrielles, elles ne font pas tout à fait de la chimiosynthèse, elles font un truc plus précis. Elles ne font pas que de la chimiosynthèse, elles font un truc en amont de la chimiosynthèse, parce qu'elles font de la chimie, bien sûr. Elles font surtout de la thermosynthèse. En fait, le feu dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est central dans les questionnements parce qu'on brûle les hydrocarbures, mais le feu dans la société humaine, c'est probablement une interaction d'1 million d'années. On sait désormais que l'humain, avec un support de preuves génétiques assez conséquent, utilise le feu depuis presque peut-être 1 million d'années. Donc le feu est assez fondamental pour cuire les aliments, faciliter l'absorption, pour se défendre, attaquer, faire des armes, qu'elles soient métalliques bien plus tard, mais déjà pour faire des pointes plus dures, le feu peut être très utile, pour faire des cols. Les chasseurs-cueilleurs, les chasseurs-collecteurs faisaient des cols très complexes, peut-être avec du feu. Le feu éloigne les prédateurs éventuellement, etc. Le feu est notre compagnon depuis peut-être 1 million d'années. Cette thermosynthèse, alors nous on fait vraiment de la synthèse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de l'oxydoréduction qui déclenche une combustion, ou qui génère une combustion, nous assemblons de la matière. C'est ça la thermosynthèse. À partir de la chaleur, donc j'en reviens à nos sociétés thermo-industrielles, nous fondons en particulier des métaux. Alors ça fait quelques milliers d'années qu'on le fait, mais nous on le fait vraiment avec une puissance beaucoup plus grande. Dans tous les cas, que ce soit nos organismes, les individus des sociétés, ou la société industrielle elle-même, par chimiosynthèse et thermosynthèse, elles ont conservé quelque chose qui est là depuis 3,8 milliards d'années. Je vous laisse le dire. L'autocatalyse. Voilà. C'est le point commun qui n'a pas été quitté lorsque nous avons commencé à utiliser le feu et lorsque nous avons développé la société thermo-industrielle, parce que lorsque nous brûlons du bois, des huiles, des graisses animales, végétales, de la tourbe, du charbon de bois, du gaz, du pétrole, tout ça, ça fait de la chaleur qui permet de fabriquer des choses qui permettent d'aller chercher l'énergie pour continuer à faire ces choses. D'accord ? Donc la thermosynthèse de nos sociétés est autocatalytique parce que dans nos centrales énergétiques et dans nos usines, nous fabriquons de quoi toujours aller chercher l'énergie et fabriquer les sociétés et ensuite réenclencher le processus. Je vous renvoie vers un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps qui questionne, donc sur le site d'Effet Énergie, qui interroge le rapport entre nos sources d'énergie et la croissance. Les sociétés thermo-industrielles, elles ont eu une croissance fulgurante à partir du moment où elles ont su assimiler dans leur métabolisme le charbon, le pétrole et le gaz. Quelque chose d'assez singulier par rapport à la transition énergétique aujourd'hui, c'est que le processus autocatalytique, donc on a commencé par remplacer le charbon dans les hauts fourneaux, le charbon de bois, le bois et le charbon de bois, on l'a remplacé par du charbon géologique souterrain qui est plus dense, plus concentré, plus intense et donc plus de chaleur. Et lorsque nous avons enclenché ce processus spécifique, oui, c'est ça. Nous avons pu aller chercher encore plus de charbon sous terre. C'est-à-dire que l'autocatalyse n'est pas simplement stable si derrière on a une source d'énergie en volume qui peut être exploitée. C'est là où je dirais même il y a une preuve d'autocatalyse pour les sociétés thermo-industrielles, c'est qu'on avait un énorme volume sous terre d'hydrocarbures, et c'est parce qu'on a un processus autocatalytique à l'entrée du système industriel que ce processus a permis de fabriquer les moyens d'aller chercher encore plus profond et plus loin les hydrocarbures, ce qui a engendré la croissance industrielle et économique derrière. D'accord ? Si le processus n'était pas autocatalytique, on aurait quelque chose d'assez linéaire. Et d'ailleurs, l'autocatalyse est verrouillée par la quantité de ressources en amont.
lorsque l'autocatalyse était fondée juste sur l'exploitation des forêts, la distance croissant, rien comme bien le sujet, quand on exploite une forêt, on commence par faire à côté, puis c'est de plus en plus loin, on dit que le taux de retour énergétique diminue parce qu'il faut aller chercher plus loin la ressource, etc. Donc la croissance est très contrainte. Pour les hydrocarbures, c'est un peu différent parce qu'en fait, il n'y a pas de grande différence entre faire un trou à 100 et 150 mètres, et puis finalement, les nappes étant horizontales, il suffisait de pomper, tout montait très vite et facilement. Il n'y a pas vraiment de notion de distance. Et de toute façon, la ressource étant extrêmement présente et l'autocatalyse encore plus puissante, la croissance a explosé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de croissance pour les forêts, mais elle est contrainte, et ça fait, voilà, je vous renvoie vers le pic de Hubert, vous connaissez bien le sujet. L'exploitation des ressources suit une forme de courbe en cloche. Alors là, on va convoquer notre mémoire, une mémoire très ancienne. Je vous titille un petit peu, mais vraiment très très ancienne. Et puis on va faire un saut conceptuel, on va quitter un petit peu la chimie, l'industrie, nos sociétés, on va convoquer l'imaginaire, on va se plonger dans les mythes et les récits qu'on se raconte les uns aux autres, tous depuis très 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 longtemps. Je suis très attentivement le travail de Jean-Loïc Lequelec, qui est un anthropologue, qui s'intéresse aux mythes, aux grands mythes qui sont censés porter une connaissance ou une explication des choses. Au sein de l'humanité, les mythes ont ce rôle-là. Pas forcément chercher une vérité universelle, ni même une vérité tout court, simplement expliquer les choses. Ils font office de vérité dans leur contexte culturel, parfois. Mais en soi, ce n'est pas une vérité. Un mythe ne décrit pas le réel tel qu'il est. Ce n'est pas son objectif premier. Mais en tout cas, il est censé répondre à des questions. Et parmi les divers mythes qu'il a essayé d'explorer, il utilise une méthodologie qui est très intéressante, qui est la croisée des chemins entre, on va dire, la recherche computationnelle, l'informatique et la génétique. Il explore les mythes qui existent aujourd'hui, et il va les tronçonner, les découper en ce qui s'appelle des mythèmes, c'est-à-dire des bouts de mythes, des morceaux d'histoire, si vous voulez. Et un petit peu comme avec la génétique, on va chercher les morceaux d'histoire, leur ancienneté, et puis d'où ils proviennent. Comme ça, on peut savoir quelle est l'origine géographique de la personne qui a tel patrimoine génétique. Et bien, on peut faire un peu la même chose avec les mythes et les mythologies, en découpant par tronçons les grandes histoires, et en cherchant les points communs, et en cherchant là où il y en a le plus. Et souvent, là où il y en a le plus, selon cet anthropologue, c'est l'origine primordiale du mythe. Alors là, celui dont je vais vous parler ce soir est un des plus anciens. Alors, quand on dit un des plus anciens, ça veut dire que le travail de Jean-Loïc Lequelec remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de déterminer où et quand un mythe a été énoncé, d'extraire des morceaux de ce mythe, des tronçons de ce mythe, et de le comparer aux autres, et puis de voir depuis quand il a été énoncé. Et voilà, pour le mythe de la caverne originelle, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce qui est intéressant, c'est que le mythe de la caverne originelle est aujourd'hui, selon Jean-Loïc Lequelec, le mythe le plus répandu aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement il est très très ancien, mais il est aussi celui qu'on dit le plus encore aujourd'hui par rapport à la quantité d'autres mythes. Donc ce mythe de la caverne, alors c'est pas le mythe de la caverne platonicien, hein, on va plutôt parler de mythe de l'émergence primordiale. J'ai confondu parce que le livre de Jean-Loïc Lequelec s'appelle La caverne originelle. Ici, on parle du mythe de l'émergence primordiale, et je vous résume ce mythe. À l'origine, humains et animaux vivaient sous terre, dans l'obscurité. C'est Jean-Loïc Lequelec qui parle. Hein. Ils ont vu une raie de lumière et ont fini par sortir et conquérir le monde extérieur. Au début, les animaux et les humains étaient indistincts. Et puis c'est à la sortie de la grotte que les êtres se sont distingués, différenciés. Les humains et les animaux se sont différenciés, mais seulement à la sortie de la grotte. Et vous verrez que c'est intéressant parce que, justement, dans les peintures rupestres, souvent, on voit des chimères, des hommes-animaux, des animaux humains, etc. Les humains retournent dans la grotte afin de procéder à des rituels dont le but est d'entretenir le processus de création continue.
Si la création s'arrête, la vie va s'étioler et disparaître. Voilà le rôle du mythe. La vie humaine et animale provient de sous terre. Nous venons tous de là. C'était obscur, c'était sombre. Une lumière a été perçue, tout le monde a été motivé à sortir. Donc on imagine que dans ce mythe-là, la terre, le sol extérieur est vierge, il n'y a pas de vie, en tout cas il n'y a pas d'animaux et d'humains. L'origine c'est sous terre, on sort, on se différencie, et ça doit continuer. Parce que ce processus-là est considéré comme étant permanent, perpétuel, et il doit être honoré, ce processus d'émergence, sans quoi la crainte, eh bien, c'est qu'on meurt. C'est, selon Jean-Luc Lequelec, et probablement l'hypothèse aujourd'hui la plus forte, la raison, ou l'une des raisons pour lesquelles les humains ne vivaient pas dans les cavernes, ça on le sait aujourd'hui, mais pour lesquels ils y rentraient parfois très très profondément pour aller peindre des animaux et des humains chimériques, des hybrides, etc. Simplement pour faire en sorte que la vie continue de sortir de sous terre. D'accord ? Que sommes-nous ? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des organismes hétérotrophes. Nous avons absolument besoin de manger pour vivre. On imagine que non seulement il fallait manger des animaux, mais il fallait aussi manger des végétaux, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, la vie vient de sous terre. Il faut vénérer cette vie qui vient de sous terre, continuer à ce qu'on puisse être nourri, sinon on meurt. Vous avez un écho là, alors je ne sais pas si Jean-Luc Lequelec fait directement ou clairement ce rapprochement, mais avec la corne d'abondance. Cette croyance que si on fait tout correctement sur Terre, si on se comporte bien, éventuellement avec des valeurs un peu morales, peut-être mystiques, si on fait tout bien, la vie va continuer. Cette corne d'abondance, en fait, elle est peut-être à connecter avec le mythe de l'émergence primordiale. Si on se comporte bien, si on vénère bien les objets qu'on aura peints, en ce qui concerne les arbres rupestres, sur les cavernes, eh bien la vie va continuer et se perpétuer. Ici, vous avez une des preuves que le mythe de l'émergence primordiale est encore actuel et que les rituels sont encore réalisés aujourd'hui. Il y en a des témoignages très très récents, ça percole dans les cultures. Ici, vous avez en Mésoamérique, lorsqu'ils sortent de la montagne après avoir été initiés au rituel de la chasse, ils sont suivis par des bisons qui s'y trouvaient. Donc, ils, ce sont les individus. Les bisons se trouvaient dans la grotte et ils s'échappent, mais ils suivent les humains. Donc ça, voilà, c'est un des exemples. Vous avez ici en Mésoamérique encore un témoignage actuel de pratique de peinture sur les parois pour honorer ce mythe de l'émergence, honorer cette vie qui vient sous la terre. Et ici encore, là c'est en Corée, oui. Et vous avez donc ce trou de l'émergence primordiale, pas forcément une caverne, mais ce trou de l'émergence primordiale qui est aujourd'hui encore considéré comme une source de vie. Les peintures qui sont sur les parois des cavernes ont une particularité, c'est qu'il y a comme une contradiction entre le fait de peindre des animaux statiques et le besoin que la vie se perpétue comme un mouvement, comme un processus. Il faut que la vie continue de sortir de terre. Et pourtant, on peint des objets statiques. Je vous ai raconté tout ça pour ce moment, pour cet argument. Chez nous, les objets statiques ne le sont pas. Ou plutôt, ils peuvent témoigner de propriétés qui dépassent l'aspect statique des animaux sur les parois, des peintures sur les parois. On appelle ça en psychologie la permanence de l'objet. Les objets qu'on pense, ils sont permanents, ils peuvent être permanents dans nos têtes, mais avoir des propriétés, ou convoquer des propriétés dans le réel qui ne sont pas, elles, permanentes. D'accord ? On va peindre dans les cavernes des choses permanentes, dans l'objectif que quelque chose qui n'est pas permanent et qui est perpétuel, qui est fait de cycles de vie et de mort, se perpétue. D'accord ? On a cette capacité, nous, dans notre esprit, alors là je vous renvoie vers une autre partie de mes travaux, à ce livre-là, on a la capacité dans notre esprit de cristalliser des choses qui sont, je cherche le contraire de pérennes, qui peuvent disparaître. On est capable de les rendre infinis, éternels,
au titre que nous les pensons ou que nous les représentons en nous, ou que nous les peignons sur des parois, et aujourd'hui on les met dans des ordinateurs, ou éventuellement dans des modèles, et on pourra y venir un peu plus tard. La permanence de l'objet, c'est un peu un pouvoir magique. Parce qu'on peut croire que les choses sont éternelles alors qu'elles ne sont pas dans la réalité. Je reviens à l'autocatalyse. Nous allons honorer dans les cavernes une source de vie dont provient notre capacité à continuer à honorer, à faire des enfants, à se perpétuer, à faire que nos traditions soient héritées par notre descendance, etc. On imagine des infinis à partir de processus qui peuvent s'arrêter. Et la permanence de l'objet est notre secret. C'est, je pense, quelque chose dont on ne soupçonne pas, à mon avis, l'importance dans nos réflexions aujourd'hui. Un exemple, nous sommes la civilisation la plus hors sol, on va dire, sur le plan écologique. On le sait tous ce soir, on le sait plutôt bien. Et on est aussi la culture, on va dire, qui a inventé les parcs naturels, les zones protégées. Est-ce que là, on ne retrouve pas un peu une fantasmagorie de fermer quelque chose du réel comme un objet de pensée dont on espère qu'il sera permanent, d'accord, comme quelque chose de protecteur qu'on irait même honorer et vénérer, et on va tous dans les parcs naturels se promener parce qu'on aime bien retrouver ce qu'on appelle la nature qui n'est plus depuis longtemps, et on aime bien se replonger dans ce qu'on imagine être notre origine aussi, et puis de retrouver les animaux sauvages qui sont censés être notre filiation, notre continuité. On fait ça dans des choses totalement artificielles et qui sont complètement découpées. Voilà. Découpées du reste de la société dans laquelle on dévaste à loisir, que ce soit les océans ou les terres. Vous voyez que cette capacité de notre esprit à enfermer les choses et les considérer éternelles se décline à bien des endroits de nos actions. Et donc je m'appuyais sur Jean-Luc Lequelec et ce mythe de l'émergence primordiale qui est si ancien, parce que peut-être que c'est un processus cognitif qui nous suit depuis très longtemps, que nous avons tellement ancré en nous que nous ne le voyons plus, même plus fonctionner. Alors, on est capable de se créer des objets de pensée détachés de leur propriété réelle. D'accord ? On est capable de penser, par exemple, que les lapins réels, certes, c'est des herbivores, mais peut-être que les lapins que j'ai dans la tête, si je réfléchis bien, si je fais bien mon travail de biologiste, de physicien ou de magicien, je ne sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, je pourrais lui faire manger de la viande. Et peut-être que je pourrais lui procurer la capacité d'autocatalyse, mais cette fois pas avec de l'herbe, du foin, mais avec de la viande. Est-ce que, là, je vous ai décrit bien sûr ce que vous comprenez comme la transition énergétique. Ça, on peut le penser. On peut tranquillement inventer des animaux qui passent d'une alimentation à une autre juste parce qu'on en a envie. Et l'imaginaire humain a cette capacité-là, et c'est parfait. Imaginer des tas de choses qui n'existent pas, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est quand on essaye de faire passer l'imaginaire, évidemment, dans le réel, et qu'on le pense comme acquis, sous prétexte qu'on l'a imaginé. Et retenez bien que de toute façon, les objets qu'on a en pensée, on peut leur donner une propriété qu'on veut, même au titre de l'imaginaire. D'accord ? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Est-ce que c'est finalement la fin de l'autocatalyse ? Je suis désolé pour c'est le format qui n'a pas suivi le point d'interrogation qui est passé à la ligne. Chez moi, ça ne faisait pas ça. Est-ce que c'est la fin de l'autocatalyse, la transition énergétique ? Et c'est finalement, à mon sens, la seule question qu'on doit se poser. Et là, on va rester quelques minutes sur ce schéma. On a de l'énergie dans le milieu, il y en a plein, sous différentes formes, dans la matière organique, dans le rayonnement solaire, on sait qu'il y en a dans les atomes radioactifs, on sait qu'il y en a dans le vent, on sait qu'il y en a dans la géothermie, dans la chaleur souterraine, on en a dans plein de choses. On peut en mettre dans l'hydrogène, enfin, on peut faire de l'hydrogène et dedans de l'énergie, bref, on sait qu'il y a de l'énergie un peu partout, de toute façon tout est énergie, je ne vous refais pas les cours de physique. Donc de l'énergie, il y en a un peu partout. Des flux d'énergie, on peut en trouver pas mal. Les flux organisateurs, c'est autre chose, c'est ce que j'appelle,
C'est ce qui me permet de décrire, moi, les flux qui ont cette spécificité, justement, d'enclencher des processus autocatalytiques, voire métaboliques, etc. En tout cas, organisationnels. Lorsque vous mangez, votre système digestif casse des molécules, en refabrique d'autres. Quoi qu'il en soit, il structure la matière. D'accord ? De la même façon, le lapin fait la même chose avec l'herbe qu'il mange, et les organismes photosynthétiques structurent la matière. C'est une propriété intrinsèque de ce qu'on appelle des structures dissipatives, parce qu'elles dissipent de l'énergie, elles sont traversées d'énergie, et au moment où elles sont, ou plutôt à l'entrée de l'énergie dans le système des structures, dans le système dissipatif, à ce moment-là, de l'organisation apparaît. C'est ce que Prigogine a démontré après les intuitions de Schrödinger et d'Erwin Bauer au début du 19e et à la fin au début du 20e et à la fin du 19e. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a quand même deux grandes catégories d'objets dans le réel. Ceux qui, lorsqu'ils sont traversés d'énergie, vont se dégrader, voilà, subir des transformations et se dégrader. Et il y en a une classe un peu particulière qui, lorsque ces objets sont traversés d'énergie, ils s'organisent. Un ouragan, ça s'organise. Un ouragan, c'est une dissipation d'énergie, mais qui ne fait pas des vents un peu dans tous les sens ou de façon linéaire. Il y a plus que des tourbillons, il y a une forme qui apparaît, on pourrait appeler ça une morphogénèse. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas là et qui apparaît, et puis qui disparaît quand le flux d'énergie, quand la dissipation ne se fait plus. D'accord ? Tous les êtres vivants, tous sont des structures dissipatives. Nous sommes des structures dissipatives. Les sociétés humaines sont des structures dissipatives. Pourquoi ? Parce qu'à l'entrée de l'énergie dans les structures dissipatives que sont les sociétés humaines, nous, humains qui sommes des structures dissipatives, organisons la matière, nous structurons la matière. En fondant des métaux dans les hauts fourneaux, une fois qu'il est liquide, on leur donne la forme qu'on veut. Ça, c'est pas simplement de l'énergie qui traverse un système. C'est de l'énergie qui est dirigée, on va dire, canalisée pour produire un résultat, une forme particulière. Avec la pétrochimie, on fait de la chimiosynthèse. On brûle là encore des hydrocarbures, on fait une chimie spécifique et on fabrique des ordinateurs, des coques de portables, voilà, un tas d'éléments en plastique. C'est de l'organisation, donc on est obligé de parler de structure dissipative. Il y a quelque chose en plus qui se passe, et vous retrouvez l'écho avec mon image d'introduction. Il y a quelque chose qui se passe de plus dans les structures dissipatives ou dans les sociétés que dans les frigos. D'accord ? Dans les frigos, de l'énergie circule, on a une réduction locale d'entropie parce que la température baisse, on a quelque chose qui ressemble à de l'organisation. Pas de l'organisation, c'est juste un état interne qui change. Si vous coupez le courant, évidemment ça s'arrête, comme pour les structures dissipatives, mais simplement, il y a une propriété que le frigo n'a pas, parmi d'autres, mais je vais en donner une principale et qui est commune à toutes les structures dissipatives, c'est que le frigo ne résiste pas à la perturbation. Si vous alimentez correctement votre frigo, qu'il fait du froid et qu'il est stabilisé, voilà, si vous ouvrez la porte, il ne va pas se défendre. Il ne va pas essayer de faire quoi que ce soit pour continuer à faire du froid correctement à l'intérieur de lui. Il ne peut rien faire. Il est passif. C'est un système inerte. Il n'y a que nous qui lui donnons les propriétés qu'il a. D'accord ? Un ouragan, à contrario, va traverser quantité de zones atmosphériques perturbées différentes, froides, chaudes, etc., de la pluie, il va passer au-dessus des montagnes, il va résister, il va s'organiser en fonction du bruit ou en fonction du bruit physique, du bruit de l'environnement, en fonction des perturbations qu'il y a autour de lui. Les cellules de Bénard, c'est l'exemple le plus courant, je vous laisserai regarder sur Internet. Quand on fait bouillir un liquide, alors c'est l'exemple le plus schématique et un peu controversé parce que la convection ne suffit pas à démontrer l'organisation, mais vous avez un exemple un peu prototypique, les cellules de convection des liquides lorsqu'on les chauffe. Si vous essayez de remuer, une fois que vous avez essayé de remuer, automatiquement, tout seul, en fait, le système va retrouver les structures de tourbillons qui sont générées par le flux de chaleur. D'accord ? Donc ces propriétés d'auto-organisation, je donne un nouveau mot, est typique des structures dissipatives et n'existe pas dans les machines. Et là, vous voyez, dans ce schéma, c'est ce que je simplifie, ce que je résume. Dans une société thermo-industrielle avec des sources d'énergie, du bois, du charbon, du pétrole et du gaz,
on a du feu, on organise la matière, au fond les poutres c'est symboliquement ça, on organise la matière et on peut fabriquer des usines et derrière on a toute la société. On peut faire de l'électricité si on veut, mais on a surtout toute la société derrière. D'accord ? On organise les choses comme on veut. Avec les énergies que j'appelle auxiliaires, que sont là le vent, le soleil et les atomes radioactifs. Essayez de faire quoi que ce soit avec du vent lorsque vous êtes sur les quais de Genève par un jour venteux, ou sur la plage cet été face au soleil. Essayez de fabriquer quoi que ce soit avec ces formes d'énergie. Ou avec un petit seau d'uranium, même un peu raffiné. Essayez de faire quoi que ce soit avec ces énergies-là. Vous n'y arriverez pas. On ne peut pas faire quoi que ce soit avec du vent, du rayonnement solaire ou des atomes radioactifs. Il faut d'abord les moyens de convertir l'énergie qu'il y a dans ces substances, ou dans le rayonnement, dans le vent, etc. Il faut d'abord convertir l'énergie, et ensuite, on peut faire ce qu'on veut. D'accord ? Ça change tout. Ça change conceptuellement absolument tout, parce que là, à l'entrée de l'énergie dans les systèmes, qu'est-ce qu'on n'a pas ? L'autocatalyse, Claude. On n'a pas l'autocatalyse. Et oui, on n'a pas, pour la première fois dans l'évolution, un système qui espérerait s'organiser avec l'énergie qui rentre dedans. Dans le vivant, dans l'histoire du vivant, nous sommes l'espèce qui souhaiterait continuer à organiser un système complexe issu du vivant, donc la société, avec des formes d'énergie avec lesquelles on ne peut pas faire d'autocatalyse. Physiquement, je suis catégorique parce que, expérimentalement, on n'a jamais réussi à faire un voilier, on ne peut même pas parler de transition énergétique, on n'a jamais fait un voilier avec du vent. D'accord ? On n'a jamais fait un moulin à vent avec du vent. On n'a jamais fait un moulin à eau avec de l'eau. On a mangé, ce qui nous a permis de dégager de la force de travail. On a assemblé, alors pour le moulin à eau par exemple, des pierres, du mortier. On est allé couper un peu de forêt pour faire les poutres, la charpente. On a éventuellement, avec du bois, fondu quelques métaux pour faire les pièces métalliques du moulin à eau. D'accord ? Et ensuite seulement on exploite l'eau pour faire tourner le moulin. À aucun moment, l'eau ne permet de fabriquer le moulin ou les moyens d'exploiter l'eau. Ça n'est pas une source d'énergie. L'énergie cinétique qui est dans l'eau n'est pas une source d'énergie qui permet d'exploiter la source d'énergie. Donc pour moi, ce n'est pas une source d'énergie. D'accord ? Là, je vais vraiment poser la problématique vraiment au cœur de la transition énergétique. Et je vous ai dit tout à l'heure, la permanence de l'objet nous permet d'inventer un petit peu toutes les propriétés qu'on veut aux objets, indépendamment de leur réalité, d'accord ? Et on a aussi un autre souci, c'est qu'on a tendance, alors je vais accélérer un tout petit peu, on a tendance à catégoriser les objets qu'on a dans nos pensées en fonction de l'usage qu'on en a. Je vais poser la question que je pose à chaque fois. Pour vous, la tomate, c'est plutôt un légume ou un fruit? Je sais pas, moi. Oui, un fruit. C'est un fruit, mais on l'utilise comme un légume. Un légume, c'est ce qui se voit. Alors, en fait, moi, j'ai pas de réponse. Ça dépendra de ce que vous en faites. Si vous êtes botaniste, agriculteur, cultivateur, vous allez considérer que c'est un fruit, parce qu'il vaut mieux cultiver ça comme un fruit. Si on cultive ça de la même façon que n'importe quel autre légume, on peut avoir peut-être des soucis de rendement, etc. Par contre, pour un cuisinier, c'est essentiellement avec des légumes qu'on mange la tomate, donc pour nous, au quotidien, c'est plutôt un légume, quoi. D'accord ? La tomate, d'ailleurs, s'en fiche pas mal de la catégorie dans laquelle elle se trouve, en tant qu'objet vivant, hein, d'accord ? J'ajoute un peu ça à mon intervention de ce soir, les objets réels se fichent pas mal de ce qu'on pense d'eux. Mais nous, on catégorise en fonction de l'usage qu'on a des choses. Donc là, par exemple, on a une grande catégorie de mammifères parce que les chercheurs qui ont étudié les animaux ont trouvé qu'il y avait des tas de points communs à un ensemble d'espèces, c'est par exemple d'allaiter leurs petits. Donc voilà, on dit ça c'est la grande catégorie des mammifères. Mais à l'intérieur de cette catégorie, on voit que
il y a des mammifères qui mangent des végétaux et d'autres qui sont herbivores et d'autres qui sont carnivores. Donc on a deux catégories qui ne sont pas totalement superposables, qui se superposent à un endroit, d'accord? Et je vous ai dit, on a tendance à catégoriser le réel en fonction de l'usage qu'on en a. Eh bien, on a une grande famille qui est la plus courante dans le débat sur la transition énergétique, c'est les générateurs d'électricité. On se fiche pas mal qu'on mette du charbon dedans, du vent dedans, du rayonnement solaire ou des atomes radioactifs, puisque de toute façon, tout ça, ça fait de l'électricité. Donc, pour un électricien, un ingénieur, un physicien, un usager, d'accord? Tout ça, c'est de la même catégorie. Parce qu'on va regarder ce qui sort. Et c'est juste, c'est une catégorie qui est juste. Tout ce qui fait de l'électricité, c'est la même famille. D'accord? Mais comme on a discriminé un petit peu les formes d'énergie là précédemment, et qu'on sait qu'il y en a certaines avec lesquelles on peut fabriquer les moyens d'exploiter l'énergie, et bien d'autres, on ne peut pas fabriquer les moyens d'exploiter l'énergie. Ça fait une autre famille, qui se superpose partiellement, mais pas totalement. Là, on a un processus autocatalytique uniquement avec les centrales thermiques en haut, d'accord, mais pas du tout avec le vent pour les éoliennes. On ne fabrique pas une éolienne avec du vent. Okay. Le problème pour moi dans la transition énergétique, c'est qu'on va réfléchir avec des catégories de générateurs. Et que si on a un souci avec une des formes d'énergie qui rentre dans le générateur, vu que c'est la même catégorie, il n'y a rien qui arrête la pensée pour dire on sort cet élément de la catégorie et on va utiliser les autres. Puisque nous leur avons attribué les mêmes propriétés par défaut, par l'usage qu'on en a. Donc je le dis différemment, on a développé la croyance que des infrastructures étaient catégoriellement identiques, physiquement identiques ou équivalentes, parce qu'elles font toutes le même truc pour les sociétés, elles produisent de l'électricité. Et c'est pas parce que cette catégorie existe vraiment qu'à l'intérieur on peut faire une substitution, parce qu'il peut y avoir une variable cachée. Et cette variable cachée, c'est en fait l'énergie qui rentre dedans, elle discrimine des catégories différentes, et du coup la substitution elle devient problématique. On ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, je le précise, c'est important, on ne peut pas jusqu'à preuve du contraire remplacer des infrastructures qui ont la capacité autocatalytique par d'autres qui ne l'ont pas. Ça, le souci de la transition énergétique. Je vais poser le débat et on va souffler un petit peu. Et on va essayer de voir, d'illustrer, je vais illustrer à quel point nous sommes imprégnés de croyances sur la substituabilité et en particulier sur le fait que toutes les formes d'énergie peuvent engendrer le même résultat. D'ailleurs, cette croyance en physique, elle est fondée sur une réalité expérimentale et théorique et expérimentale, c'est que dans l'absolu, toutes les énergies sont bien convertibles les unes dans les autres. On est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Dans l'absolu. C'est la connaissance actuelle. Dans l'absolu, l'énergie, c'est l'énergie, et toutes les formes sont, dans l'absolu, convertibles. Donc cette croyance-là, elle percole, évidemment, les savoirs scientifiques, la physique, évidemment, c'est là-dessus que se fondent les débats aujourd'hui. Si tout est convertible, il n'y a pas de problème. On a converti jusque-là de la matière organique, soit en hydrocarbures, en électricité. Il n'y a pas de problème à convertir du vent en électricité. Oui, mais voilà. La convertibilité dans l'absolu ne parle pas du tout d'autocatalyse. Et nous sommes à ce point imprégnés de croyances que les machines, donc qui ne font pas d'autocatalyse, j'insiste sur cet argument, peuvent le faire simplement parce qu'on est très fort intellectuellement, on est très puissant, on est la société qui a dominé, etc. On est tellement imprégné de ces croyances-là qu'on va même essayer de le faire. Le canard de Vaucanson, c'est un automate du 18e. Vaucanson est un ingénieur, un créateur, voilà, qui a un peu fertilisé cette époque des Lumières, ce rationalisme à tout crin, et qui a essayé de montrer qu'on pouvait fabriquer un système digestif. Alors, il a pris l'exemple du canard, et effectivement le canard était animé, on voit quelques vidéos, on peut en trouver, et ce canard était censé mimer un système digestif, donc on donnait des choses à manger, et il en sortait d'autres choses, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, ça a fait son effet à l'époque et à mon sens, ça a vraiment correspondu à ce que je vous décris comme croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de le réel ne limite pas nos besoins,
il suffit qu'on le conforme à ce qu'on veut de lui, et on obtiendra tout ce qu'on veut, y compris faire manger n'importe quoi à un truc qui est un robot, qui est un automate en fait. On est resté, je pense, sur des croyances qui sont archaïques. Archaïques pas au sens hiérarchique, au sens ancienneté, c'est-à-dire que je pense que nous sommes aujourd'hui pas moins animistes que nos ancêtres les plus anciens ont pu l'être. Et là encore, je ne fais aucune échelle de valeur. Justement parce que je pense que nous, aujourd'hui, alors que nous sommes censés être détachés de la réalité, voilà, complètement rationnels, nous idéalisons au sens transformé en idée tout le réel, nous en sommes très éloignés, nous sommes vraiment supérieurs. On peut même parler d'une forme de croyance hiérarchique que je ne partage pas. Alors que je pense fondamentalement que nous sommes animistes. Nous sommes convaincus dans la transition énergétique que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires sont capables de se reproduire tout seuls. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en lisant les articles scientifiques, la question n'est pas posée. Ça veut dire qu'à l'entrée d'un article scientifique qui dit la transition énergétique est possible, on sait d'abord, on affirme sans le dire, on présuppose que ça va s'auto-entretenir tout seul. On triche un peu en disant on va faire des calculs de taux de retour énergétique. Voilà, Pascal, on en parle. Les calculs de taux de retour énergétique n'ont absolument pas la capacité de démontrer l'autocatalyse. Ce sont deux débats qui n'ont absolument rien à voir. D'ailleurs, j'interroge mes interlocuteurs sur, très bien, on fait des calculs de taux de retour énergétique qui sont censés valider la stabilisation de la transition énergétique. La légitimité d'utiliser le taux de retour énergétique pour valider la stabilisation d'un système complexe, supposé complexe, en tout cas de machine, ne repose sur rien. Normalement, quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, on s'appuie sur les théories précédentes. On s'appuie sur les connaissances précédentes, les vérifications, les expérimentations précédentes. Là, on a posé dans le débat qu'on pouvait remplacer l'énergie qui rentrait dans les machines et que ça allait être aussi stable, voire on a cru, et on croit de moins en moins, on a cru que ça pouvait générer de nouveau de la croissance. On fait des panneaux solaires et des éoliennes, et hop, ça va générer de nouveau de la croissance. De moins en moins, parce que je pense que le retour du principe de réalité est assez flagrant, et on voit bien qu'en développant des éoliennes, des centrales nucléaires ou photovoltaïques, on ne retrouve pas la croissance. Donc là, depuis quelques années, on parle de plus en plus de sobriété, on parle plus de calmer un petit peu la consommation d'énergie, de moins consommer. Mais en fait, au départ, la transition énergétique, c'est écrit dans les modèles, et on aura de la croissance comme avant, quoi. Ça change. Je pense que ce changement-là, avec le cache-sexe de la sobriété, ce changement-là témoigne de la pertinence des arguments que j'amène dans le débat. Voilà, je vais utiliser une illustration un petit peu plus ludique, un peu plus légère, pour vous montrer le degré d'imprégnation des croyances techno-animistes dans lesquelles nous vivons. Ça, c'est un film d'animation sorti l'année dernière, qui s'appelle Le Robot Sauvage. Et il y a vraiment une illustration, je ne peux pas faire plus clair de tout ce que je vous ai dit jusque-là. Alors, le robot sauvage, c'est Rose, il s'appelle Rose, là. Et alors le robot, d'abord, il s'appelle Rose, il n'est pas encore tout à fait sauvage. Et il est transporté sur un navire, le navire fait naufrage, la caisse de ce robot se retrouve sur une île. Sur cette île, il n'y a pas d'humains, il n'y a que des animaux sauvages. Le problème, c'est que le robot, il a été programmé pour rendre service, c'est son programme. Et donc, il va rencontrer des animaux sauvages, et puis il va essayer de leur rendre service. Au début du film, il y a quand même un accident, il va détruire un nid d'oies sauvages. Bon. Donc, il tue les parents, il tue tous les petits, il casse les œufs, sauf un, voilà, c'est celui que vous avez sur l'image. Mais comme il est programmé pour rendre service, il va faire quelque chose avec tous ces animaux sauvages, il trouve très déplaisant, selon son point de vue, que les animaux se mangent les uns les autres. Et comme il est programmé pour rendre service, il va rompre les chaînes alimentaires et il va faire en sorte, mais on ne sait pas comment dans le film, que les animaux arrêtent de se manger les uns les autres, tout en survivant tout aussi bien. On ne sait pas comment. Donc là, on a un robot qui arrive sur la terre-mère, on va dire la caverne originelle,
symboliquement. Il arrive, il se dit, la prédation, c'est mal, on m'a renseigné que c'était mal, je vais arrêter ça, et par magie, je vais rendre ces animaux sauvages permanents. Parce que lui, il a aussi la permanence de l'objet. Sauf que, il n'y a aucune solution technique, on ne sait pas comment le renard, puisque le renard, on va le voir régulièrement dans le film, on ne sait pas comment fait le renard pour ne pas manger l'oison. L'oison, c'est le petit oie sauvage qu'on voit en premier plan. Là. On ne sait pas. C'est juste que le robot s'interpose à chaque fois, et puis le renard, il continue à vivre, mais on ne sait pas trop comment. Alors peut-être qu'il devient herbivore. C'est pas clair. Et je trouvais ça très, très puissant que des humains du XXIe siècle écrivent un film dans lequel une machine, dont on ne sait pas tellement elle-même comment elle s'alimente en énergie. Alors, il y a une espèce de cellule à l'intérieur, peut-être nucléaire, et elle fait un peu de photosynthèse. Apparemment, elle a quand même des ressources énergétiques très très grandes, c'est un peu magique. Elle va s'occuper du vivant, et hop, elle les empêche de manger. Et on ne sait pas comment ils vivent. Alors je passe rapidement sur le fait que le rapport au vivant devient totalement technicisé dans ce film d'animation. Donc les enfants, quand ils vont voir ça, ils vont se dire un canard, c'est une machine. Vous vous souvenez du canard de Vaucanson, hein? Parce que c'est ça l'image. Dans le film, le robot, pour apprendre à ce petit oiseau à voler, parce qu'il va donc s'en occuper, hein, et ben, il va le découper en concepts, en arithmétique, en équations, pour comprendre comment ça vole, et il va lui apprendre, comme une machine, à voler, quoi. Parce que le canard, c'est une machine, finalement. La dépendance des animaux sauvages, qui ne sont donc plus sauvages, à la technologie, à ce robot, est telle qu'en fait, ils vont finir par être totalement dépendants, évidemment, du robot. Ils vont vivre avec lui sous une hutte, qui les protégera de l'hiver, comme si, évidemment, sans robot, les animaux ne survivaient pas à l'hiver. Donc tout l'imaginaire, voilà, encore une fois, de la domination de l'humain par sa technologie sur le vivant, comme si le vivant avait fondamentalement besoin de la technologie. Évidemment, pas du tout. Et ça va loin, hein. Ça va jusqu'à cette pyrogravure. On ne sait pas comment elle a été faite, du coup. Où on voit le robot avec ses grands bras extensibles, là, qui entoure tous les animaux qui vénèrent le robot, hein. D'accord. Et quand je dis vénérer, c'est pas un euphémisme, c'est qu'à la fin, le renard, qui, on ne sait pas comment, ne mange plus les autres animaux, lit l'histoire du robot sauvage aux autres animaux. Donc, regardez à quel point tout est inversé dans le rapport au réel dans ce film. Et le point d'orgue, enfin pas le point d'orgue, le point le plus significatif d'un rapport de domestication globale à la technologie, donc domestication des animaux sauvages à la technologie, mais des humains aussi en arrière-plan, parce que justement les humains dans le film ils sont en arrière-plan. On les voit très peu. Les humains dans ce film-là, dans ce film d'animation, vivent sous cloche, donc un petit peu comme des bulles comme ça, on va dire certainement climatisées, dans lesquelles l'alimentation pour les humains est cultivée par des machines, sous cloche. Et les humains sont presque moins anthropomorphisés en dessin que ne l'est le robot lui-même. Il est plus expressif, si vous voulez, que les humains qu'on voit, qui sont secondaires. Voyez l'imaginaire qui percole jusqu'aux enfants aujourd'hui du rapport à la technologie, certes, au départ, mais à l'énergie. C'est-à-dire que tout est magique. On parle de transition énergétique, mais vous voyez jusqu'à quel point... Merci. Vous voyez jusqu'à quel point nous sommes imprégnés de cet animisme, c'est-à-dire que véritablement, nous sommes convaincus sans le réaliser que les objets inertes comme les robots ont des intentions, une âme, des propriétés qui normalement n'appartiennent qu'aux vivants. D'accord ? Je n'avancerai pas à l'hypothèse techno-animiste si je ne voyais pas des exemples si flagrants et si clairs dans la production industrielle cinématographique contemporaine. Et puis, on en revient au modèle de tout à l'heure, et je ne vais pas tarder à conclure. Ici, vous voyez à gauche
une petite vignette issue du rapport RTE Futur énergétique 2025. Évidemment, moi, ça m'a choqué tout de suite. Les plantes font de l'électricité. D'accord? Cette icône-là, elle révèle tout ce que je vous ai dit là, des croyances qu'on a développées sans s'en rendre compte. Je suis sûr que le graphiste qui a réalisé ce truc-là à la demande des ingénieurs, des scientifiques, n'a pas percuté, mais c'est pas grave. Pour lui, c'est naturel. On va faire une transition énergétique parce qu'on va développer des panneaux photovoltaïques dont on sait, dont on croit qu'ils ont les mêmes propriétés que la feuille, c'est-à-dire la photosynthèse, et ça sortira de l'électricité. Sauf que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la feuille, elle a l'autocatalyse, mais pas le panneau photovoltaïque. Naarea, c'est une petite société française, petite, je ne sais pas en fait, je crois que c'est plutôt au début de leur projet, qui fait des SMR, qui essaye d'en faire, en fait, qui promeut le développement des SMR, des petits réacteurs modulaires, nucléaires. C'est écrit sur leur site. Pourquoi ils ont pris le symbole du radis pour leur société? C'est parce que le radis est un légume racine qui ne laisse aucun déchet, car la plante est entièrement comestible. On plaque sur des machines, des centrales nucléaires, même petites, là, un imaginaire de la reproduction de l'autocatalyse. Là, c'est assez flagrant, là. C'est-à-dire que c'est écrit qu'on pense que les machines se reproduisent toutes seules. Elles s'auto-nourrissent, etc. Alors voilà, je passe rapidement sur les équivalences qui traversent nos imaginaires. Effectivement, alors voilà, je n'ai pas développé trop ce soir ce point, mais comme on a virtualiser totalement notre monde et que les objets de pensée remplacent le réel dans notre cognition et nos récits. On a aussi très très fortement mathématisé, parce que la mathématique, ça permet un éloignement supplémentaire. On encode le réel, on fait des pics d'informations qu'on met dans des ordinateurs au lieu de toucher le monde matériel. Donc on s'en éloigne encore plus. Et finalement, plus on est éloigné par mathématisation du monde, par quantification du monde, moins on en connaît ses propriétés. C'est ça qui me préoccupe. Donc là, effectivement, mathématiquement, j'ai aucun problème pour comprendre que sur la gauche, 100 grammes d'uranium, quantitativement, énergétiquement, c'est pareil que 600 kg de gaz, une tonne de pétrole, une tonne et demie de charbon et 2,5 tonnes de bois. Quantitativement, il y a la même énergie dedans. Pas de problème là-dessus. Pareil, je crois volontiers que dans une quantité X de vent, il peut y avoir la même quantité d'énergie que dans les autres. Dans beaucoup de soleil, il peut y avoir la même quantité d'énergie, beaucoup de rayonnement solaire, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, on va conclure là-dessus. On a d'un côté des énergies qui sont auxiliaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent rendre des services. Les panneaux photovoltaïques font objectivement de l'électricité pour les sociétés. Aucun doute là-dessus, ça rend des services. D'accord? Mais c'est auxiliaire, au sens où on ne peut pas faire de panneaux photovoltaïques avec le rayonnement solaire. Donc ce n'est pas des sources, on n'a pas de source d'énergie dans le soleil. J'en reviens à l'exemple que je vous donnais au départ. Le frelon, il mange, et il a une énergie auxiliaire qui lui permet de prolonger son activité avec la photosynthèse. D'accord? Mais il ne fait pas que de la photosynthèse, il ne peut pas passer d'une énergie à l'autre parce qu'il aurait envie ou parce qu'il aurait pu à manger. Il ne peut pas. De la même façon, la limace de mer ne peut pas se dire je ne vais pas manger, puis en plus ce serait une double peine parce que c'est parce qu'elle les mange qu'elle fait le symbiose avec les chloroplastes. Donc, si elle n'avait pas d'alimentation, elle ne pourrait pas assimiler les organismes photosynthétiques qui lui permettent de prolonger sa vie. D'accord ? Donc, pour moi, l'équivalence quantitative, elle est là, pas de problème, mais qualitative, c'est-à-dire au sens processuel, au sens de propriété des choses dont on parle, au sens qualitatif, le vent, le rayonnement solaire et les atomes d'uranium, ça n'est pas équivalent à X quantité d'hydrocarbures. Voilà. Petit détail, j'ai compris un peu tardivement que lorsque je disais qualitatif, la plupart du temps, les interlocuteurs le comprenaient comme de qualité. C'est pas ça, un raisonnement qualitatif, c'est un raisonnement qui est fondé sur les propriétés, processuelles, en tout cas dans un raisonnement scientifique qualitatif. On essaye de comprendre les différentes propriétés de ce qu'on observe.
De qualité, ça veut dire j'ai une voiture de meilleure qualité que la tienne. Il y a un petit glissement sémantique qui est un peu délicat dans les débats. Il y a des différences de qualité entre les différents pétroles qu'on sort du sol, par exemple. D'accord? Il y a des différences de qualité, mais qualitativement, pour le service rendu, ça fait toujours du feu. D'accord? Voilà. Cette distinction est importante. Donc voilà, en résumé, il me semble très important pour alimenter le débat sur la transition énergétique de distinguer les sources d'énergie vitale. On en a parlé, c'est l'alimentation. Sans alimentation de société, il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Les sources d'énergie auxiliaires, c'est les hydrocarbures, le bois, tout ce qui brûle, parce que ce sont des sources parce que ça entretient les processus autocatalytiques, mais c'est auxiliaire parce que c'est pas vital. Il y a certainement des humains qui vivent ou qui ont vécu sans le feu, même si ce point est discuté. Dans l'absolu, les humains, les organismes vivants en général peuvent vivre sans le feu, donc c'est auxiliaire. Et il y a des énergies auxiliaires qui ne sont pas des sources, parce qu'on ne peut pas puiser dedans pour puiser dedans. Le vent, la force de l'eau, le rayonnement solaire, les atomes radioactifs, etc. Voilà les trois catégories qui me semblent nécessaires d'intégrer au débat. Et, ah oui, ça je peux le garder pour les questions, à moins que vous vouliez que je fasse 5 minutes sur la normalisation de la déviance. Ça dépend de vous. Disons, on a un peu dépassé le je temps, sais, c'est donc pour ça. pour laisser un... Et je laisse le temps aux questions et je verrai si je peux intégrer ça aux questions sans problème. On va arrêter là. On a un enregistrement, je te laisse faire. Adrien, oui. Alors, ouais, c'est plus des remarques dans le sens. On a déjà essayé de faire bouffer de la viande à des herbivores. Ça s'appelle les fans animals, c'est très très mal terminé. Oui. Voilà. Très bon exemple. C'est ça, quoi. Très Donc, bon exemple. Et deuxième exemple, ça j'ai eu du temps à me rendre compte, mais en fait, l'utilisation du feu est bien plus vieille que le temps de vie de l'espèce humaine. Homo sapiens sapiens, ça n'a que 300 000 ans, alors que les premières traces de feu ont 1 million d'années. Donc en fait, pour moi, effectivement, la thermique, la chaleur, elle est vraiment, notre espèce est vraiment créée, si on peut dire, avec ça. Donc pour moi, on a intégré dès le départ, en fait. Et donc, en fait, là, comme on veut passer à une forme électrique, effectivement, ça pose énormément de questions, dont on fait des gros raccourcis, à mon avis. C'est une grave erreur. Écoute, je te rejoins d'autant plus qu'il y a vraiment un saut qualitatif qui n'a pas été du tout posé dans le débat. Il y a une continuité physico-chimique dans les processus que nos ancêtres et nous partageons depuis 1 million d'années, peut-être, et les autres êtres vivants hétérotrophes, c'est la chimie organique. C'est-à-dire que tous les processus vitaux et auxiliaires sont issus de la chimie organique. Soit par l'alimentation, on mange de la matière organique, soit par la combustion de matière organique. Voilà. Donc en fait, c'est non seulement une évolution commune, mais en plus sur la même réaction d'oxydoréduction au départ. Tu vois. Et on voudrait inventer des systèmes, des structures dissipatives sans ce processus chimique, en passant à la conversion d'énergie cinétique en organisation. Et ce truc-là, je n'ai pas trouvé de littérature du tout sur ce sujet-là. Et c'est pourtant ce qu'on essaye de faire. Tu vois. Donc je te remercie pour ta question, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, Pascal. S'il faut rompre des lances, je suis là pour ça. Okay. J'aime bien plein de choses, mais... Excusez-moi. J'aime bien plein de choses, mais il y a une attitude psychologique que j'arrive difficilement à comprendre par rapport à mon passé, mes connaissances, qui consiste à faire ce qu'on appelle des faux procès. Quand tu dis que les gens croient que toutes les sources d'énergie sont convertibles les unes dans les autres, je veux bien le croire. Je suis désolé, je le tutoie, hein, d'accord. Je veux bien le croire, et il y a plein de givrés, genre Bertrand Piccard, qui le croient.
d'accord, ok. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité, et là je suis d'accord avec toi. Mais par contre, dire qu'on ne le sait pas, c'est un peu gonflé. Parce qu'en gros, il y a un truc qui s'appelle la thermodynamique, qui le dit depuis toujours, et qui dit que, enfin depuis toujours, depuis 2 siècles, d'accord, mais enfin en gros, on a les outils pour dire que pas toutes les sources d'énergie ne sont convertibles les unes dans les autres. On peut convertir du bois en électricité, ce qui est grave, débile, mais on peut le faire, d'accord, avec, comme les lois le disent, des pertes et ce qu'on appelle du désordre, notion non scientifique entropie, qui constitue un prix à payer qui est insupportable suivant les circonstances. Enfin, suivant les conditions dans lesquelles c'est fait. Ce qui est le système fermé. Quand tu cites Prigogine, j'adore Prigogine, Stengers, la Nouvelle Alliance, tout ce qui a été dit là, etc. Prigogine, il dit rien d'autre que le second principe de la thermodynamique. Si on dissipe beaucoup, on peut localement créer de l'ordre. Donc, on peut, et c'est ce que la vie fait. Elle crée localement de l'ordre, au prix d'un énorme désordre dans le système solaire, qui est celui de la mort du Soleil. D'accord. Enfin, il n'y a rien de spécial, je suis désolé, je suis physicien, peut-être ça s'entend, il n'y a rien de spécial là-dedans. C'est juste comment on tire avantage de la situation de la mort du Soleil. Dans la plupart des critiques que tu fais, elles sont justifiées, mais c'est vraiment ce que j'appelle, moi, je suis depuis 40 ans là-dedans, tu attaques à raison des gogoles. Voilà, d'accord, enfin, mais c'est des gogoles, mais depuis longtemps. C'est simplement le système qui fait que si moi, je suis là-dedans, je peux décider de vivre de ça. Il y a 5 ans, j'étais dans une conférence de l'UNIL de Lausanne. Il y avait une dame, parce que là, j'aimerais juste quand même dire qu'il y a quand même des femmes qui bossent. C'est Elia Isoar. Mais la dame, elle s'appelait Aurore Stéphane. Et elle a dit clairement dans l'université qu'on ne pouvait pas récupérer des déchets dispersés dans le sol en faisant plus de déchets que ce qu'on pouvait réussir à récupérer. Enfin, en gros, elle a énoncé le second principe de la thermodynamique. Et après, pour ne pas le citer, mais il s'appelait M. Marchand, un prof de l'EPFL, s'est gargarisé en disant qu'il était le génie suivant de l'humanité parce que tous les déchets qu'on balance allaient être des ressources pour l'avenir. Un type qui gagne 15 000 balles par mois, plus le 13e, énonce une connerie pareille. Je suis fier d'avoir m'être jeté de l'EPFL et puis d'être fils d'ouvrier. D'accord? Mais c'est ça, les gens qui nous parlent. On peut être d'accord, mais il faut vraiment faire attention. Je ne dis pas qu'en fait notre civilisation va s'en sortir, hein, je ne dis pas une seconde ça. Mais je trouve que là, j'aime bien ce genre de petites conférences où on est peu. Il faut qu'on en discute. Et puis qu'on dissocie ce qu'on dit que disent les autres de ce qu'on estime savoir, à tort ou à raison. Absolument. Tu as dit un mot sur lequel je vais rebondir. Tu as dit il n'y a rien de spécial, si j'ai bien compris, dans les processus des structures dissipatives de l'organisation. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial pour les lois fondamentales, jamais. Sinon, elles ne sont pas fondamentales. D'accord. Pour les lois, entendu. Simplement, le spécial que tu décris, c'est quand même quelque chose qui a engendré tout le vivant et qu'on ne comprend pas. On ne sait pas reproduire. Si on le comprenait, on pourrait le reproduire. On ne comprend pas suffisamment bien pour refaire partir une séquence d'ARN réplicative dans une boîte de pétri. Ou avec de l'énergie, des éclairs, des acides aminés. On ne sait pas le faire, on n'y arrive pas, on a essayé plein de fois. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas suffisamment bien comment des propriétés émergentes apparaissent à partir de la rencontre entre de l'énergie et de la matière. On ne sait pas. Les sciences de la complexité, en fait,
Prigogine n'est même pas rentré dans l'essence de la complexité, ou à peine. Il a survolé, et il est critiqué pour ça, dans le sens où il a surinterprété pas mal de ses propres travaux en faisant aussi un objet politique, et il a surinterprété les conclusions au sens positiviste. C'était aussi sa culture à son époque, au sens, on a compris plus grâce à moi, donc on va s'en sortir mieux. Il voulait produire une troisième loi de la thermodynamique, ce qui est totalement gonflé. Oui, mais en fait, ce que le spécial que tu utilises à juste titre dissimule, c'est une ignorance fondamentale et qui le restera peut-être pour toujours. C'est qu'on ne sait pas comment l'émergence se fait, se produit. On ne sait pas. C'est-à-dire que même si on sait comment fabriquer une voiture avec de la chaleur et des ressources, d'accord, et bien, sur le plan physico-chimique, toute la chaîne de causalité entre le feu, l'alimentation, la biologie, le cerveau, le mouvement de l'ouvrier, la transformation de la matière jusqu'au fonctionnement de la machine, eh ben, il n'y a personne qui sait comment ça marche. Surtout cette étape-là. Même si on essaye de glisser de l'IA au milieu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui reste totalement mystérieux dans l'univers, c'est l'émergence des propriétés des structures organisées. Voilà. Et le problème, c'est qu'on fait dans le débat sur la transition énergétique comme si cette ignorance n'existait pas. On dit, on maîtrise les processus émergents quand on va faire rencontrer de la matière et de l'énergie cinétique du vent, et avec ça on va faire des éoliennes. Zéro. On est obligé de convertir l'énergie du vent en électricité, et là seulement on peut faire de la chaleur et une industrie. Donc on triche en fait. On saute une étape dont on prétend qu'on la connaît et qu'on la maîtrise, alors que ce n'est pas le cas. Allez, je vous donne la parole pour les questions. Moi j'ai une question, Vincent. Tu as parlé brièvement de la croissance permanente du PIB. Est-ce que là, il n'y a pas une dichotomie nette? On prévoit une transition énergétique qui pourra faire de la croissance, alors que maintenant il faudrait réfléchir, il nous faut une transition énergétique pour garder un niveau de vie correct, mais sans croissance, parce que justement il n'y a pas cet effet autocatalytique avec les énergies renouvelables. Et je pense que ça, c'est le gros problème que tu es en train de combattre par une démonstration brillante de la non-autocatalyse des énergies renouvelables. Mais je pense que, en fait, c'est ça que les gens qui prônent la transition énergétique n'ont pas compris, c'est qu'on pourra faire une transition énergétique, mais évidemment, il n'y aura plus de croissance en termes de PIB, en termes de richesses, qu'on appelle des richesses qui sont des pseudo-richesses. Alors, merci pour cette question. J'ai écrit un article sur ce point précis de la croissance. Une des conséquences du raisonnement que je propose, c'est que possiblement, non seulement, je vais le préciser en repartant d'une des particularités des structures dissipatives. Les structures dissipatives à flux d'énergie constant, approvisionnement en matière constant, peuvent avoir une organisation stable. C'est dans la définition de Prigogine. Stable. C'est hyper important. Elles sont dissipatives et elles peuvent se stabiliser. Parce qu'elles ont des processus internes autocatalytiques qui permettent l'entretien du processus. Si on n'a pas cette autocatalyse avec des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires, on n'a même pas de stabilité. Parce qu'en fait, on fait rentrer, je prends juste l'exemple de l'éolienne, on fait rentrer du vent dans l'éolienne. L'éolienne produit de l'électricité. L'électricité, elle doit aller aux sociétés et un peu à l'entretien de l'éolienne et au remplacement de l'éolienne. D'accord ? Si on n'a pas de structure dissipative à l'endroit de l'éolienne, on a une machine dont l'entropie dit, c'est la définition, dont l'entropie dit qu'avec le temps, son organisation, sa structure, va se casser, s'abîmer, se détériorer, se dégrader va bien. Une machine, ça se dégrade avec le temps, point. C'est une règle. Okay ? Donc, on a de l'énergie qui rentre dans l'éolienne, qui doit donner de l'électricité aux sociétés, et une partie pour l'entretien. Cette partie pour l'entretien, avec le temps, il va y en avoir besoin de plus en plus à chaque itération de maintenance. Au début, l'éolienne, c'est un peu d'entretien, puis un peu plus, et puis à la fin, il faut la changer, tu vois. C'est croissant. Ça aussi, c'est un processus, dans la science de la maintenance industrielle, c'est un truc hyper solide, parce que c'est comme ça, les machines s'usent de plus en plus. Ce qui veut dire que si on a vent, éolienne,
maintenance avec des besoins croissants, ben, il y a de moins en moins d'électricité pour la société. C'est ça la différence entre une machine et une structure dissipative. C'est que là, si une machine, de toute façon, n'est pas stable, donc tout ce qu'il y a comme service rendu en aval de la machine ne sera pas stable non plus. J'ajoute un élément. C'est ce que je dis dans l'article que vous trouverez sur le site. Si on a des systèmes industriels de transition qui se dégradent et qui ne peuvent pas s'auto-entretenir avec l'énergie qui rentre dedans, la seule façon de garantir leur stabilité, c'est de puiser dans une autre énergie, dans une source d'énergie. Or, les seules sources d'énergie autocatalytique qu'on ait, c'est les hydrocarbures. Donc la sous-hypothèse, la sous-hypothèse de ce que je dis ce soir et depuis des années, 10 ans, c'est qu'en faisant des systèmes de transition énergétique, on ne stabilise pas, on n'a pas de croissance, on ne stabilise pas les sociétés, mais possiblement que pour les maintenir stables, eux, avec le temps, il va falloir de plus en plus consommer des hydrocarbures. D'accord? Mettez ça, oubliez ce que je vous ai dit. Dites que je dis que des bêtises, d'accord? Et regardez ce qui se passe sur le plan politique, géopolitique, industriel. Tout le monde fait machine arrière. Les banques, les investisseurs, les États, les pétroliers, les industriels, même de la transition. Tout le monde fait cette année, fait machine arrière. Les subventions s'en vont, les banques se retirent, les pétroliers abandonnent leur BP et Total en particulier, abandonnent leur projet de transition. Ça n'est pas rentable. Ça ne l'est pas assez pour mériter qu'on ne réinvestisse pas dans ces trucs-là dont on sait depuis 200 ans que ça fait augmenter nos sociétés avec un processus autocatalytique. C'est pas intellectualisé. C'est juste que les États, les banques, les assurances aussi se retirent, et les industriels voient les chiffres, eux. Et ils voient les chiffres que on n'a pas de croissance, et en plus ça coûte de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire avant d'avoir le bec dans l'eau. Voilà. Une autre question peut-être. Je reprécise un point. Oui, je te donne la parole. Je ne suis pas pour la consommation d'hydrocarbures. Hein. D'accord? Il faut s'en passer. Mais juste qu'on fasse des choix en connaissance de cause. On fait pas un lobby du pétrole. Merci. Moi, je suis beaucoup moins pointu, donc j'ai un peu peur de poser ma question et de passer pour quelqu'un de peu naïf, mais bon, peut-être que ça va encourager d'autres gens un peu moins pointus aussi à poser des questions, donc je m'excuse par avance si je dis des bêtises. J'ai une double question en fait. Donc j'ai bien suivi le raisonnement, c'est intéressant, ça m'intéresse, mais j'ai un point sur lequel j'ai un peu décroché. J'arrive pas à comprendre comment tu traces une limite si nette entre ce que tu appelles les énergies principales et les énergies auxiliaires. Je comprends que c'est basé sur le principe d'autocatalyse, mais j'ai pas compris si c'était une question quantitative, c'est-à-dire que en gros les hydrocarbures c'est tellement puissant, tellement énergétique que ça permet de s'auto-entretenir et d'apporter quelque chose à la société en plus, alors que les énergies auxiliaires, non. Ou est-ce que tu fais une différence qualitative, c'est-à-dire que, comme tu dis, si on veut construire des poutres en acier à partir de pétrole, on sait le faire parce qu'on le fait, alors que si on veut le faire à partir d'électricité produite par des éoliennes, on peut le faire intellectuellement, mais en fait, personne ne l'a jamais fait et on n'a pas la preuve que c'est possible. Donc, est-ce que cette limite que tu traces, elle est basée sur du quantitatif ou du qualitatif? Et ma deuxième question, c'est un peu pointu, donc j'espère que je me rappelle. Non, je ne me rappelle plus. Non, alors, en fait, c'est plus une remarque. Je trouve que dans le raisonnement, peut-être que parce que ce format est contraint, etc., il y a un côté un peu tout blanc, tout noir qui m'a un petit peu dérangé. Dans le sens que, par exemple, tu dis, si on voulait faire de l'éolien, en gros, on ne pourra pas, c'est pas autosuffisant, il faudra continuer dans des hydrocarbures, donc en gros, c'est pas une voie. Pareil, puis les banques, elles ont fait les calculs, l'éolien, c'est pas rentable, il n'y a pas de croissance. Mais moi, je pense que les banques, elles le feront parce que c'est beaucoup plus rentable de faire du pétrole et que donc elles font leurs petits calculs et elles vont le faire. Mais dans 50 ans, ce sera peut-être plus le cas du tout. Donc c'est peut-être pas quelque chose d'aussi structurel que ça, selon moi. Et mon point ici, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même des scénarios où on enlève cette limite tout blanc et tout noir et où on fait une grosse rebascule vers les énergies que tu appelles auxiliaires, en considérant que ça devient notre moteur principal, quitte à avoir un appoint d'hydrocarbures pour les usages sur lesquels il reste indispensable. Et ça permettrait de diminuer les émissions par X et éventuellement aussi de gérer nos réserves d'hydrocarbures qui restent dans le sol. Je précise que je ne suis pas aussi non plus pour l'usage d'hydrocarbures. Les questions sont très claires. J'espère que c'était pas trop délicat. C'est parfait.
mon raisonnement est exclusivement qualitatif, au sens de différence de processus physique. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité de matière organique dont on dispose, bois, hydrocarbures ou de vent, en fait, je pense avoir saisi là où mon raisonnement ne t'est pas parvenu, parce que tu as dit on peut faire des poutres en acier avec des hydrocarbures, et on peut faire des poutres en acier avec de l'électricité qui vient du vent, par exemple. Théoriquement. Et en pratique aussi, en fait. On peut faire des poutres avec des hydrocarbures, on peut faire des poutres avec de l'électricité, et c'est là où tu reproduis exactement le raisonnement de la substitution, c'est-à-dire que tu as déplacé la frontière des systèmes dont on parle. Les frontières physiques, les frontières des structures dissipatives sont définies par un milieu extérieur et un milieu intérieur, là où l'entropie augmente, là où l'entropie réduit, et cette frontière, c'est là où l'organisation apparaît. Ça va ? Quand tu manges, tu dégrades ton milieu, tu extrais de la nourriture du milieu, et dans ton corps, ça va créer de l'organisation. Tu as dégradé le milieu qui va se reproduire, on a de la chance, mais tu dégrades le milieu, mais dans ton corps, ça s'organise. Et la frontière, c'est ton système digestif. D'accord ? C'est là où se fait l'organisation. Avec du bois ou des hydrocarbures, on fait entrer de l'énergie dans le système, on fait des poutres, et une industrie, la frontière, elle est là, à l'usine. D'accord ? Là où le feu fond les métaux. Dans un système de transition, mettons vent, éolienne, industrie. Vent, éolienne, électricité, industrie. Tu penses que la frontière du système, elle est au niveau de l'électricité, puisqu'avec l'électricité, on va fondre des métaux. Donc tu as mis la frontière ici. Tu définis que l'énergie qui rentre dans ton système, c'est l'électricité. Mais là, tu as déplacé artificiellement la frontière, parce qu'en réalité, l'énergie qui rentre dans le système, c'est le vent. Et ça, physiquement, ça ne marche plus. On a deux systèmes qui cohabitent. Un système qui n'est pas dissipatif. L'ordinateur est éteint, je ne peux pas remettre l'image, mais un système qui n'a pas d'auto-organisation, c'est le vent qui rencontre l'éolienne, et c'est là l'énergie qui rentre dans le système. Et ce n'est pas une structure dissipative. La structure dissipative, elle arrive après, dans l'industrie, avec l'électricité. Alors, je ne peux pas être plus clair, c'est un peu délicat, parce qu'il faut comprendre que quand on a un système physique qui est à l'intérieur d'un autre, là aussi je retombe sur Prigogine, aucun système ne peut fonctionner, stabiliser son organisation à partir de la consommation de son énergie interne. C'est démontré ça. C'est bon principe. Voilà. Et donc là, on a un souci, c'est que l'énergie qui rentre dans le système, c'est du vent qui ne fait pas d'organisation, et c'est l'électricité qui fait de l'organisation, mais elle arrive trop tard, c'est une conversion de l'énergie qui rentre, et du coup, elle va nécessairement consommer de l'organisation du système lui-même. Ou plutôt, l'électricité qui sort de l'éolienne, elle va à deux endroits, elle va dans la société et à l'industrie. Simplement, l'industrie, elle va être de plus en plus demandeuse en besoin de maintenance, donc elle va prendre de plus en plus d'énergie à la société, et donc ça va déstabiliser le système progressivement. J'ai commencé en disant il y a deux grandes familles de systèmes, ceux qui se dégradent toujours, et ceux qui arrivent à stabiliser leur organisation. Le vent ne permet pas de stabiliser une organisation, donc on a un problème théorique et conceptuel et expérimental. Ça ne marche pas. Voilà. C'est ça le raisonnement pour la première question. C'est exclusivement qualitatif. C'est des processus physiques compatibles ou pas compatibles, comparables ou pas comparables. Blanc ou noir? Alors effectivement, j'ai été peut-être un peu... Ce que je dis de blanc et noir dans mon exposé, c'est la substitution des énergies. C'est ça qu'on ne sait pas faire. Voilà. Qualitativement. Qualitativement. Ton frelon, là, c'est pas parce qu'il aura beaucoup de soleil qui va arriver sur son abdomen qu'il pourra plus se passer de manger. Tu vois? Oui, mais contrairement à une société, il ne peut pas muter. Il ne peut pas se transformer. Eh bien, la mutation, c'est une nouvelle organisation. Et donc, il faut démontrer qu'on peut s'organiser avec du vent. Et voilà. Et donc, le frelon ne peut pas muter. Il faut démontrer que nos sociétés peuvent muter. Muter au sens d'une nouvelle énergie des organismes. Tu vois, le saut qualitatif. Donc,
Et voilà, donc, est-ce que ça te va pour la réponse quantitative, Kelly? C'est un peu pointu pour moi, mais Ok. on va en parler plus tard. Avec plaisir. Et du coup, le blanc ou noir, il est sur la substitution. On ne peut pas, à mon sens, sauf démonstration, remplacer les hydrocarbures par autre chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, je dis bien qu'on se sert du vent et il n'y a pas de souci. En fait, nos sociétés sont hybrides et utilisent des énergies auxiliaires depuis très longtemps, puisqu'elles utilisent le vent, la force de l'eau, depuis très longtemps. Donc elles ont déjà des mix énergétiques complexes. Simplement, ce dont je parle blanc-noir, c'est la substitution, mais elles sont résilientes, nos sociétés, ou flexibles, parce qu'elles utilisent plein de formes d'énergie différentes. D'accord? Et donc ça ouvre tout un débat. En faisant la transition énergétique, si on ne peut pas substituer, à quoi elle sert la transition énergétique? Eh bien, elle sert peut-être à entretenir le système tel qu'il est, c'est-à-dire à procurer encore plus de moyens industriels et économiques à l'industrie des hydrocarbures. C'est ce que j'appelle le renforcement synergique des énergies. Et en fait, il y a la quantité d'exemples. Le Texas, il boit tant et plus les subventions pour les éoliennes parce que ça alimente complètement les parcs pétroliers ou gaziers. En mer du Nord, le parc d'éoliennes, il est fait pour alimenter les plateformes pétrolières ou gazières. Les exemples sont très nombreux et quand c'est pas direct comme ça, c'est très probablement indirect par soutien de l'économie ou résilience. C'est-à-dire que l'Europe, elle est contente quand il fait pas beau ou quand il y a un Covid ou quand il y a l'Ukraine qui est attaquée, d'avoir un peu de résilience énergétique avec autre chose. Mais ça ne veut pas dire que l'Europe est capable de se passer d'hydrocarbures. Du tout. Et peut-être même qu'elle va en consommer d'autant plus, parce qu'il y a un autre paramètre, et je conclue là-dessus pour cette question. La courbe de descente énergétique, de déplétion. La pente, c'est intéressant. La pente, elle détermine quand même combien de confort on a. Plus elle est raide, moins on a de confort rapidement. Mais ce qui est important pour le climat, c'est l'intégrale, c'est la surface sous la courbe. C'est le volume de CO2 global qui aura été émis. D'accord ? Et bien peut-être que l'ajout d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, etc., va stabiliser différemment la courbe. Elle va peut-être être plus pentue en fonction du choix politique, ou plus stable et tomber plus tard. Mais le volume, est-ce qu'il ne sera pas plus grand? Si je traduis politiquement ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas que en gros, les énergies renouvelables servent de cache-sexe en prétendant que ça fait une transition énergétique, alors que si on ne transforme pas la société en parallèle, en gros, ça fait que décaler le problème. Je ne l'aurais pas mieux résumé. Merci beaucoup. Madame. Alors, merci de t'être lancée, parce que j'ai aussi très peur que ma question soit bête. J'espère que je ne vais pas passer pour la gogole des services, mais bon, je suis blonde au moins. Voilà, mais je suis blonde, donc comme ça je peux me taire. Peut-être fausse. Il y a... Bon, alors moi, je suis encore en train de descendre de mon arbre, hein, donc voilà, je découvre plein de choses. Et c'est fascinant, merci beaucoup. Mais il y a un point que je n'arrive pas à intégrer dans le processus d'autocatalyse, c'est qu'à partir du moment où les ressources que l'on utilise aujourd'hui sont finies, en quoi c'est une autocatalyse? Parce qu'on va casser le cercle. Quand il n'y a plus, le cercle se casse. Vous avez raison. Vous avez raison. Une fois qu'il n'y a plus... Il y a deux paramètres qui doivent rentrer dans le système qui est autocatalytique, c'est l'énergie et la matière. Voilà. L'énergie rencontre de la matière, organise le système, ça se reproduit en quelque sorte, ça fait un processus autocatalytique. S'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'autocatalyse, il n'y a plus de système. S'il n'y a plus de matière physique, il n'y a plus d'autocatalyse, il n'y a plus de système, ça s'arrête. Donc, la fin des ressources, de toute façon, c'est un débat qui concerne plus l'association Adrastia dont tu parlais tout à l'heure. La fin des ressources, de toute façon, détermine la fin des sociétés humaines. Parce qu'elles sont fondées, les sociétés thermo-industrielles, pas humaines strictement, mais thermo-industrielles sont fondées sur une ressource qui va décliner. Donc, j'ai parlé de pente, la déplétion des hydrocarbures, la baisse de l'approvisionnement, alors pour le coup qualitatif et quantitatif, les deux. On va avoir des trucs de moins en moins bonne qualité et en moins grande quantité. Ça va ralentir ou empêcher les processus autocatalytiques. Tout à fait. Plus ou moins rapidement,
jusqu'à retomber à un niveau où on n'aura plus accès qu'à autre chose que les hydrocarbures, c'est-à-dire le bois et l'alimentation, qui peuvent entretenir des processus autocatalytiques, mais on voit que c'est plus les mêmes, quoi, quantitativement du tout. Mais ça y est, j'ai compris, c'est le modèle de société thermo-industrielle, mais ça n'empêche pas d'en créer un autre, du coup. Alors, vous pouvez tout à fait réfléchir à... C'était l'objet de mes conférences anciennes. Il est sûr et certain que des humains peuvent vivre à partir de l'alimentation et d'un peu de feu, puisqu'on l'a fait pendant 1 million d'années, si ce n'est plus, avec nos cousins. C'est sûr et certain. Dans ce débat-là rentre tout un tas d'autres paramètres, c'est quelle santé, quel confort et combien. Combien d'humains. Voilà. Mais tout à fait favorable à ce type de réflexion, bien sûr. Autre question, Lucas? Je vais aussi me lancer dans une question. Merci d'avoir posé des questions techniques et moins techniques. Je vais essayer d'orienter. Enfin, mon interrogation, elle va changer un peu de direction. Il me semble, parce que c'est la personne, Vincent, qui parle de ce sujet depuis si longtemps. Et l'énergie qu'il faut pour le répéter, et ça je trouve que ça fait écho avec le projet de l'association, parce qu'on est des shifters qui veulent d'une certaine façon aussi transmettre une idée ou essayer de faire changer les avis. Et sur ce point, aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses, mais j'aurais beaucoup de mal à l'expliquer factuellement, dans le sens que maintenant je sais qu'une éolienne ne remplacera pas comme énergie primaire le fonctionnement, et qu'une société nouvelle doit être inventée si on veut avoir l'espoir de changer quelque chose. Donc c'est des choses que j'arriverai peut-être à dire, mais je sais que la discussion de ce matin à la pause de 9h, c'était encore de savoir s'il faut trier ou pas. Donc on en est à ce niveau-là, discussion souvent, et l'énergie qu'il faut finalement pour et apprendre, et le transmettre, et le répéter, et le re-répéter. Et là la question s'adresse vraiment à vous en tant qu'expert sur le sujet, pour nous aider aussi peut-être à persévérer et à y croire, ou même peut-être à... Voilà, c'était cette question-là qui me donnait. Comment faites-vous, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter dans ce sens-là? Merci, parce que c'est la question la plus importante. Je me suis entiché de problèmes techniques, qui ne sont pas d'ailleurs ma formation initiale, même si j'ai toujours eu cet intérêt pour les sujets techniques depuis petit. Pascal, merci. Bien que je discute d'un débat technique, mon projet est très politique, ou plutôt ma motivation est très politique. Pourquoi c'est ce programme, pardon, je suis fatigué. Pourquoi c'est cette question technique au départ qui m'intéresse le plus depuis 10 ans? C'est parce que l'énergie, c'est ce qui permet. C'est la définition la plus voilà, ce qui permet d'être mettez tout ce que vous voulez derrière. C'est pour moi la définition à la fois la plus physique et la plus métaphysique que je puisse donner. C'est ce qui permet. D'accord. Ça veut dire que tout ce dont on réfléchit demain sera de toute façon peu ou prou indexé à l'énergie qui va rentrer dans nos réflexions et dans le réel. D'accord. Donc je suis obligé de m'interroger sur cette question-là, parce que si dans l'énergie ou dans la physique il y a des choses si vous me permettez, s'il y a des choses qui sont déjà répondues dans la physique, il y a des questions politiques qui sont déjà répondues. D'accord? Donc je suis obligé de questionner la physique, l'énergie, pour savoir quelle marge de manœuvre politique on a. Le reste de ma motivation à travailler ce sujet-là, c'est que plus on racontera n'importe quoi sur ce sujet-là, par exemple en particulier la transition énergétique va arriver et on aura de la croissance, ou pas de sacrifice, ou du PIB, ou pas de problème de revenus, etc., alors que c'est faux, on va générer des problèmes politiques et démocratiques monstrueux. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Je pense, merci pour votre question, qu'on a raconté à ce point, alors je peux dire deux choses, n'importe quoi, ou alors des choses non fondées sur la science. Mais ça se rejoint. D'accord ? Je pense qu'on a raconté n'importe quoi parce que la science n'avait pas répondu à certaines questions. Alors, vous pouvez de nouveau oublier tout mon travail
Et aller chercher dans la science où elle aurait dit que la transition énergétique était possible, nulle part. J'ai lu 250 années de physique pour voir l'histoire de la physique, ce qu'elle dit de l'énergie. Alors, non seulement elle n'a pas dit que c'était possible la transition énergétique, mais elle ne s'est jamais posé la question. Vous mesurez à quel point on discute d'un truc qui n'existe pas dans la science. D'accord ? On a posé que c'était possible au début du XXe siècle parce qu'on a vu que dans les atomes radioactifs, il y avait beaucoup d'énergie. C'est Jean-Baptiste Ressos qui dit ça. Il y a vachement d'énergie dans les atomes. Donc s'il y a tant d'énergie dans les atomes et qu'en plus on peut les fissionner ou les fusionner, on va en avoir tellement qu'on n'aura jamais de problème d'énergie. Donc la transition conceptuelle, elle était actée par croyance. Alors, on ne savait pas encore faire des centrales nucléaires, mais on a été fasciné par la quantité d'énergie qu'il y avait, donc très peu. Donc on a conclu qu'il n'y avait pas de problème d'énergie. Mais entre la fascination et la conclusion, il y a zéro science. Pas une publication scientifique. Tout ce qui arrive est après la conclusion, et ce sont des modèles, et là encore j'ai fait un article qui cite les études, y compris celles du GIEC, malheureusement, les groupes 2 et 3, des articles de recherche fondamentale sur le taux de retour énergétique, tous commencent par dire c'est possible et on fait des calculs. C'est fou en fait. Donc ma motivation, elle est politique. Je me lève le matin pour décrypter, débunker un sujet qui est plutôt technique, parce qu'il a déjà des répercussions dans le monde réel qui sont terribles. C'est-à-dire que les gens à l'usine, les gilets jaunes pour qui l'essence coûte plus cher, les agriculteurs pour qui les efforts coûtent très cher, tous ceux-là, en fait, ils sont dans le réel et ils vivent, ils sont en contact direct avec les processus catalytiques ou pas. Vous voyez le truc? Et donc ces gens-là sont politiquement en train de dire vous nous racontez des conneries depuis pas mal de temps, ça marche pas, nous dans les chiffres à la fin du mois on voit bien que ça marche pas. Et donc moi j'essaye de faire le pont entre les fins de mois de ces personnes-là qui commencent largement à voter à l'extrême droite ou à Trump, et leur motivation c'est il y a un truc que vous nous cachez, que vous ne comprenez pas, ou vous la faites à l'envers, et c'est littéral, ils le disent comme ça. Et ben je vais chercher dans la science de l'énergie, de la transition et dans l'écologie, et je trouve ça. Donc j'essaye de recoller les morceaux pour faire en sorte que les sociétés n'exposent pas plus. Merci pour votre question. Pascal, oui, sauf s'il y a déjà une question. Non, pas une question. C'est un témoignage pour dire à quel point les choses sont pires. Au collège de Saint-Maurice, donc j'étais jeune, j'ai eu une révélation mathématique qui s'appelle le calcul aux limites. Où on a par exemple une fraction dont le numérateur va vers l'infini et le dénominateur va vers l'infini. Et on ne peut pas dire, sans faire un certain calcul, ce qu'elle va donner. D'accord? Enfin, c'est là. Même pas besoin de faire des espaces de Hilbert ou ce genre de trucs. Oh, ça. D'accord, enfin. Moi, je me coltine des gens qui sont d'accord de dire que pour dissocier un alliage de haute qualité, il faudra plus d'énergie et plus de moyens que pour sortir les éléments du sol. Éléments qui vont s'épuiser, qui sont dans le sol et qu'on est dans un monde limité. Et je leur dis, qu'est-ce qui va se passer si tu as une énergie infinie pour faire ça? Ils vont me dire, il n'y aura pas de problème. Oui. Puis moi, je vais dire, non, il y aura le même problème. Parce qu'avec ton énergie infinie, pour recycler ton truc qui va demander encore plus d'énergie que pour le faire, tu vas créer encore plus d'entropie et il te faudra une énergie encore plus infinie pour faire encore plus d'entropie, etc. Et tu vas quand même crever. C'est un calcul aux limites. D'accord? Enfin, j'ai plus de réponse. C'est de la pensée magique. Absolument. Le titre de l'intervention, c'était « Frigo et société ne plus confondre ». Les personnes qui défendent l'équivalence physique entre les frigos et les sociétés tombent sur ce type de raisonnement fallacieux qu'il n'y aura pas de problème d'entropie parce que, de toute façon, il n'y a pas de limite physique à la consommation d'énergie. Et ils le disent comme ça. Voilà. Je te rejoins, c'est quelque chose que des personnes censées être sérieuses énoncent aujourd'hui sans aucun substrat scientifique. Voilà, je partage ton inquiétude et ton constat. Est-ce que vous aviez encore des questions? Je ne suis pas pressé, et ce sera avec plaisir. Ouais, par rapport au réel de la situation
sont actuelles, là, les 2-3 derniers mois qui sont un peu foufou, avec carrément les scientifiques qui se remettent enfin qui sont carrément virés, quoi, carrément. Donc, par rapport à ton intervention, qu'est-ce que ton avis? Alors, c'est inacceptable. Tout ce qui se passe aux États-Unis est absolument inacceptable. Et je ne voudrais pas, là, cautionner en aucune façon les décisions qui sont prises de renvoi des scientifiques. Toutefois, il est légitime de questionner tout discours scientifique. D'accord ? Et en particulier de contextualiser un discours scientifique. Il y a toute une littérature sur la pénétration, la perméabilité de la recherche scientifique avec l'idéologie qui la finance et puis qui imprègne la culture dans laquelle cette science se fait. Et ce que je vous ai décrit de la permanence de l'objet, cette capacité à penser que les objets ont les propriétés que nos idées décident, c'est quelque chose que les sciences sociales et les sciences cognitives décrivent comme étant plus fréquent dans les sociétés occidentales. Il y a des études là-dessus, Jean-Léon Beauvois, d'autres auteurs ont montré que dès l'école, en fait, on sélectionne des individus pour leur capacité à décoller leur réflexion du réel. Je fais très court. Et la science, elle est faite comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire très très éloignée de l'expérimentation. Les ingénieurs s'en plaignent. Ils réfléchissent en petites boîtes, ils réfléchissent avec la pensée de la cybernétique des années 70. On regarde des systèmes, on regarde ce qui rentre et ce qui sort des systèmes, mais on ne regarde pas ce qui se passe dans les systèmes. C'est pour ça, l'idée des frigos et les sociétés, ou alors les canards et les sèche-cheveux, c'est pareil, vient de la cybernétique qui dit on regarde ce qui rentre dans le système et ce qui sort, ce qui est à l'intérieur, on s'en fout. Et donc la science, en général, a beaucoup ce travers-là, est très hors sol, et l'écologie en particulier, j'y viens. Donc, l'écologie est l'institution iconique qui décrit le problème que je vais décrire, c'est le GIEC. Le GIEC a 3 groupes. Le premier s'inquiète du climat, s'inquiète de connaître le climat et de déterminer à quel point c'est l'humain qui l'a détérioré, pour quelles raisons, chimiquement pourquoi, comment on vérifie, etc. Qu'est-ce que disent les données historiques, etc. Donc le groupe 1 a une épistémologie, une méthodologie très claire. On regarde le passé, on teste, on vérifie, on compare les modèles avec l'histoire, et ça nous donne tel résultat, c'est vérifiable, c'est réfutable, c'est très solide. Groupe 2 et 3, atténuation, adaptation, atténuation, je ne sais plus. C'est très différent parce qu'ils regardent l'avenir. Donc ils essayent de voir comment on va s'adapter et comment on va pouvoir réduire éventuellement les émissions de CO2. Et du coup, l'épistémologie n'a rien à voir. Ça veut dire faire des modèles, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, dans lesquels on rentre les paramètres qu'on veut. Et éventuellement ceux qu'on préfère. Par exemple, on dit la transition énergétique est possible et on fait des modèles. Sauf que la crédibilité d'un modèle, elle est variable et elle est très faible en moyenne. C'est très très difficile de faire rentrer toute la complexité du monde dans un modèle pour essayer d'estimer l'évolution d'un système aussi complexe que la biosphère avec des humains dedans. Alors, beaucoup de critiques émergent justement sur l'euphémisation globale des modèles qui ont été proposés, des synthèses qui ont été faites par le GIEC, dont on constate, et surtout en 2024-2025, là, un décalage avec la réalité de plus en plus marqué. Adrien pourra le confirmer. Et donc on a un souci épistémologique grave à mon sens, qui est que le GIEC, en tant qu'institution globale regroupant 3 groupes avec des méthodologies différentes, a dit d'une seule voix, d'un côté, le climat, on sait que c'est nous, et de l'autre, on a des solutions, on en est sûr, on a des solutions. Ça, c'est vrai. Parce que la méthodologie pour démontrer que le climat est d'origine anthropique, c'est sûr, c'est solide, pas de problème. Mais les solutions, ça peut être complètement farfelu.
Et farfelus du style, on va récupérer le CO2 de l'atmosphère, on va faire de la géo-ingénierie, qui sont pris en compte dans les modèles, avec des marges d'erreur, avec des marges de risque, etc. Mais le message, et vous pourrez repasser toutes les vidéos des scientifiques qui ont parlé au nom du GIEC, ils ont tous dit, on a des solutions. On sait ce qu'il faut faire, ce qui reste, c'est politique. Il ne reste qu'à prendre les bonnes décisions politiques, on a la bonne technologie, on a les bons modèles agricoles, on sait exactement ce qu'il faut faire. Le terme solution, en permanence employé, au titre de la recherche sur l'avenir de l'humanité. Ce qui se passe dans le réel, c'est que des gens qui voient que les solutions ne marchent pas, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'elles ont été présentées, revenus, modèle agricole, thermomètre qui est de plus en plus fou, etc. Il n'y a pas les données qui vérifient les promesses des groupes de l'E3. Et bien ça c'est ce que je réponds à votre question. Politiquement, c'est hyper dangereux. L'institution GIEC a donné tous les prétextes et tous les arguments à Trump pour défoncer toute la science. Qui a fait des promesses qu'elle ne tient pas? D'accord? En confondant un niveau épistémologique très sûr avec un autre très faible, mais en mettant tout au même niveau. Je trouve ça très grave. Et c'est parce que c'est pas du tout ce qui est censé faire la science. Je précise un tout petit peu quelque chose. Il y a des registres d'accès au réel qui permettent de discriminer, je fais court, ce qui relève de la connaissance scientifique, toujours discutée, toujours discutable, et la recherche scientifique. Les modèles, c'est de la recherche, ça ne peut être que de la recherche. Et on a fait passer les contenus de la recherche pour des connaissances, et le public, on va tout balader avec des intermédiaires comme Trump. C'est ça le résultat. C'est un tout petit peu raccourci, mais je ne crois pas tant que ça. Je crois qu'on est arrivé au terme de la soirée telle que planifiée. Je remercie infiniment Vincent de sa brillante conférence et je vous remercie aussi tous pour votre participation. Je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui et j'espère vous voir aussi nombreux dans un mois puisque nous accueillerons un autre conférencier très intéressant, Cyrus Farangui. On applaudit fortement Vincent. Merci à vous, très bonne soirée et bien pour Cyrus, il est très bon.